Nous sommes le soir du mercredi 18 juillet 2018. Molly Tibbetts, une étudiante en psychologie de 20 ans, part faire son jogging habituel dans les rues de Brooklyn, Iowa, une toute petite ville rurale de 1500 habitants, entourée par des champs. Molly est une ancienne coureuse de cross-country. Elle est expérimentée. Elle porte une montre connectée Fitbit et a son téléphone portable sur son bras, sa musique étant diffusée par des écouteurs sans fil. Pourtant, Molly ne reviendra jamais de son jogging. Elle a disparu sans laisser de traces sur le parcours de course qu'elle empruntait 5 soirs par semaine. Une vaste campagne nationale de recherche est lancée dans l'espoir de retrouver la jeune femme vivante. Mais ça ne donne rien. Après des semaines de recherche désespérées, les caméras de vidéosurveillance ont finalement donné aux enquêteurs l'indice dont ils avaient besoin pour comprendre ce qui était arrivé à Molly et traduire le suspect en justice. Molly Cecilia Tibbetts est née le 8 mai 1998 à San Francisco, en Californie, de Rob et Laura Tibbetts. Elle a un grand frère, Jake, et un petit frère, Scott. Vers l'âge de 6 ans, ses parents divorcent et elle déménage dans l'Iowa avec sa mère et ses 2 frères. Bien qu'habitant dorénavant à presque 30 heures de route de ses enfants, Rob Tibbetts garde une relation étroite avec eux. Leur dernière rencontre s'est déroulée lors de son mariage, en juin, soit 1 mois plus tôt. Molly est une jeune femme ambitieuse et pleine de vie. Au lycée, rien ne l'arrête. Elle fait partie du club de théâtre et donne des représentations, obtenant même un rôle principal dans Shrek. Elle a aussi remporté à 3 reprises le concours d'éloquence. D'après son grand frère Jake, elle n'avait pas peur d'être elle-même. Elle était unique en son genre. Molly était aussi dans l'équipe de cross-country et d'athlétisme, et même à la fac, elle court encore 5 fois par semaine. Elle décide d'entrer à l'université de l'Iowa pour étudier la psychologie, comme sa mère. Elle vient de terminer sa première année d'études. Durant l'été, la jeune femme travaille en tant que monitrice dans un centre aéré. D'après ses proches, Molly aime courir, faire du babysitting et écouter de la musique, en particulier Taylor Swift. Sa meilleure amie Alexis déclare « On rit toujours quand on est près d'elle. Elle est une boule de bonne humeur. » Pour résumer, Molly est décrite comme la personne la plus douce et la plus gentille qui existe. Molly a aussi un petit ami, Dalton Jack, depuis 3 ans. Les tourtereaux filent le parfait amour. Ils se sont rencontrés au lycée en octobre 2015. Il était en dernière année, elle en première. Dalton raconte leur rencontre. Après un match de football, mon pote et moi étions assis dans sa voiture et l'une des amies de Molly est venue parler à mon pote. Molly nous a rejoints et s'est approchée de ma fenêtre pour discuter avec moi. Elle m'a fait rire, et j'avoue que je l'ai trouvée mignonne. J'ai tout de suite demandé son numéro. Même quand Molly a intégré la fac à Iowa City et que Dalton est resté à Brooklyn pour travailler, ils se voyaient tous les week-ends et même certains soirs de la semaine. Mais alors, que s'est-il passé ce mercredi 18 juillet ? Molly a terminé le travail au centre à 17h. Son grand frère Jake l'a déposée chez Dalton pour qu'elle surveille ses chiens, étant sur un chantier hors de la ville pour la semaine. Là, elle envoie un Snapchat à Dalton, qui ne l'ouvrira que plus tard. Elle envoie aussi un SMS à sa mère pour lui dire qu'elle passera peut-être plus tard pour dîner, puis parcourir, comme elle l'a fait tant de soirs auparavant. Dalton ouvre le Snapchat à 22h. Il ne répondra que le lendemain. Mais pas de nouvelles de Molly. Il lui envoie un SMS à midi, toujours rien. Alors il commence à contacter des amis et des membres de sa famille et à revenir en voiture de Dubuque, son lieu de travail, situé à 2 heures de route. Il se répète qu'il ne doit pas être inquiet, que Molly va bien. Morgan Colum, la cousine de Molly, est elle aussi troublée de ne pas recevoir de réponse au Snapchat qu'elle a envoyé, ce qui a mis fin à une série de plus de 600 jours consécutifs entre les 2 cousines, ce dont elles étaient très fières. Mais la famille ne s'inquiète pas outre mesure. Enfin, jusqu'à ce qu'ils apprennent que Molly ne s'est pas présentée au travail. Là, ils comprennent qu'il y a eu un sérieux problème. Les proches de la jeune femme commencent à se demander entre eux qui a des nouvelles de Molly, mais personne n'a de réponse rassurante. Molly ne répond à rien, son téléphone part directement sur la messagerie. La famille signale sa disparition au bureau du shérif du comté de Poweshiek, peu avant 18h, le 19 juillet. Les enquêteurs lancent rapidement des recherches massives pour tenter de retrouver Molly, mais les recherches sont entravées par les champs de maïs qui bordent ce qu'ils appellent en ville la route noire, où Molly courait souvent. La dernière personne à avoir vu l'étudiante vivante est sa coiffeuse, Christina Stewart.
Cette dernière déclare qu'elle est sortie faire une course lorsqu'elle a vu Molly faire son jogging vers 19h45 le soir de sa disparition, vêtue d'un short de course noir et d'une brassière de sport rose. Mais les témoignages s'arrêtent là. La famille de Molly, cependant, ne perd pas espoir. Ils pensent qu'elle a été enlevée, mais qu'elle est toujours vivante. Ils supplient son ou ses ravisseurs de la laisser libre. Mais toujours aucune trace de Molly. Les jours passent, puis les semaines. Un groupe Facebook, Finding Molly Tibbetts, compte plus de 60 000 membres. Des chauffeurs routiers affichent des photos d'elle sur leurs camions et des restaurants de l'Iowa organisent des soirées pourcentage afin de reverser des fonds à sa famille et à ses recherches. L'association Crime Stoppers de l'Iowa Central offre également une récompense de 366 000 $ pour toute information permettant de retrouver Molly. Évidemment, de nombreuses battues sont organisées, mais comme je l'ai dit, la zone rurale rend les recherches difficiles. Le shérif Kriegel déclare « Nous sommes entourés de terres agricoles, maïs et soja. À l'heure actuelle, le maïs est probablement haut de 2 ou 3 mètres. La seule façon d'effectuer des recherches est de marcher tous les 2 rangs. C'est difficile. Même les avions qui nous survolent ont du mal à voir ce qui se passe dans les rangs de maïs. » Vous vous en doutez, son petit ami Dalton est suspecté et interrogé. Il déclare aux policiers qu'il faisait partie d'une équipe chargée de la construction d'un pont à Dubuque, à environ 225 km de Brooklyn. Il a travaillé 12 heures le 18 juillet, puis a bu de la bière et joué à des jeux de cartes avec l'équipe avant d'aller dormir à l'hôtel, ajoutant qu'il n'est jamais retourné à Brooklyn cette nuit-là. Dalton reconnaît qu'il est prompt à s'emporter et qu'il a l'habitude de se battre. Il dit également qu'il a merdé et trompé Molly une fois et qu'elle avait découvert la relation après avoir regardé son téléphone. Mais il affirme que tous deux avaient résolu le problème et n'avaient jamais rompu, même s'il reconnaît que Molly lui a dit, 3 jours avant sa disparition, qu'elle était toujours triste et bouleversée par son infidélité. Alors que des amis et la police étaient à la recherche de la disparue, une femme avec laquelle Jack avait déjà eu une relation lui a envoyé un message demandant « Dalton, Molly est-elle en vie ?» Ce qui semble très étrange. Quoi qu'il en soit, son alibi est solide, alors Dalton est rayé de la liste des suspects. Les 2 frères de Molly sont également mis hors de cause. Les autorités effectuent également des recherches sur les propriétés de délinquants sexuels connus dans la région et recueillent des informations auprès du public qui ont signalé des observations suspectes de Molly dans tout le pays. Au cours de l'enquête, ils recevront plus de 2300 informations et mèneront plus de 500 entretiens. Le FBI est appelé à l'aide afin d'analyser les données du téléphone de Molly. Il détermine que le portable de la jeune femme a voyagé à une vitesse d'environ 6 minutes par kilomètre jusqu'à ce qu'elle s'arrête soudainement à 20h28 pendant environ 4 minutes avant que le téléphone ne commence à se déplacer sur une autre route allant vers le sud à une vitesse d'environ 96 km/h. Nous savions qu'elle ne pouvait pas courir aussi vite, alors il semblait logique qu'elle devait être dans un véhicule, déclare Trent Villetta, enquêteur principal de la division des enquêtes criminelles de l'Iowa. Le signal du téléphone s'éteint à 20h53, à une quinzaine de kilomètres au sud de Brooklyn, ne donnant aux autorités aucun autre indice sur l'endroit où se trouve la jeune femme. Les enquêteurs pensent que Molly a été enlevée aux alentours du bloc 1900 de la 385e avenue. Mais ils ne s'avouent pas vaincus, et quand une enquête patauge, la meilleure chose à faire est de retourner au point de départ. 1 mois après la disparition de Molly, le 14 août, ils se rendent donc à nouveau chez Dalton et commencent à discuter avec tous les voisins du quartier. C'est alors qu'ils font une découverte qui permettra de résoudre cette affaire. Arrivés chez un des voisins de Dalton, Monsieur Collins, ils se rendent compte que ce dernier a mis en place 4 caméras de vidéosurveillance sur le toit de son garage et demande à obtenir les enregistrements. Ils ont très peur qu'il n'ait déjà été supprimé, le temps habituel de conservation de ce genre de vidéos n'étant que d'1 mois. Mais par chance, ils sont là, intacts. Ils ne perdent pas 1 minute pour les visionner. On peut voir Molly sortir de la maison en courant à 19h45. 1 minute plus tard, une Chevrolet Malibu noire passe dans le sens opposé. Puis, 2 minutes plus tard, à 19h48, elle repasse dans le sens inverse, cette fois en direction de là où est partie Molly. Cette voiture serait-elle en lien avec la disparition de la jeune femme ? Villetta déclare « Si nous devions chercher une Malibu noire, nous pourrions en trouver des centaines qui se ressemblent toutes. Celle-ci est différente, distinctive.
Elle est dotée de pièces de rechange uniques, notamment des rétroviseurs personnalisés et du chrome. Les enquêteurs connaissent donc la voiture qu'ils recherchent, mais la retrouver n'est quand même pas une mince affaire. Et puis, s'il s'agit d'un inconnu vivant ailleurs, il y a peu de chances pour qu'il repasse dans le coin. Mais les enquêteurs ne lâchent pas cette piste, la plus prometteuse jusque-là. Puis le 16 août 2018, tout bascule. Par chance, le shérif adjoint du comté de Poweshiek, Steve Keevy, repère la voiture alors qu'il rentre du travail. Il arrête le véhicule et se dirige vers le conducteur, qui semble coopératif et nonchalant. Interrogé sur place, l'homme admet avoir entendu parler de la disparition de Molly, mais affirme ne rien savoir de ce qui lui est arrivé. Il s'exprime en espagnol, sa langue maternelle. L'adjoint Keevy prend ses coordonnées, note sa plaque et le laisse partir. En effectuant des recherches sur lui, les enquêteurs apprennent que l'homme se nomme Christian Baena Rivera. Il a 24 ans et est père d'une petite fille de 3 ans. C'est un employé d'une ferme laitière du coin. Ses patrons sont interrogés et d'après eux, Christian est un bon travailleur, un type décent, plutôt calme, qui travaille beaucoup. Le problème, c'est qu'en fait, Christian est sans papier et travaille sous une fausse identité depuis 7 ans. Il est connu sous le nom de John Budd. Originaire d'El Guayabillo, Guerrero, Mexique, il est arrivé illégalement aux États-Unis à l'âge de 17 ans et vit dans la région depuis plusieurs années. Les responsables de la ferme où il travaille déclarent que Christian avait présenté une photo d'identité prise hors de l'État et un numéro de sécurité sociale lorsqu'il a été embauché en 2014 et qu'il croyait qu'il était la personne décrite dans ses documents jusqu'à la visite des policiers. 4 jours plus tard, le 20 août, il est officiellement interrogé. Comme il ne parle pas anglais, Villeta a dû trouver une traductrice. C'est donc la policière Pamela Romero qui s'en chargera. Le problème, c'est qu'elle n'est pas formée aux techniques d'interrogatoire. Elle fait donc beaucoup de pauses pour venir faire son rapport aux enquêteurs et savoir quelles questions elle devait poser ensuite. Villeta déclare « Nous avons laissé un rookie s'occuper d'un des interrogatoires les plus importants de l'histoire du commissariat, mais nous n'avions pas le choix. » Christian continue à affirmer qu'il n'a rien à voir avec la disparition de Molly, qu'il ne la connaît pas et qu'il avait à peine entendu parler de sa disparition. Après quelques heures, les enquêteurs décident de lui montrer une photo de sa voiture et c'est là que Christian change de version. Il admet finalement avoir conduit dans la région et l'avoir vue lorsqu'elle était en train de courir. « Elle était belle, mais je ne l'ai pas regardée en face », déclare-t-il au policier. Il continue de nier et les enquêteurs sont embêtés. Ils n'ont rien de concret pour prouver que Christian a fait du mal à Molly. Ils doivent le faire craquer. Le suspect admet qu'il a un problème de santé qui lui cause des pertes de mémoire, mais les enquêteurs n'y croient pas. C'est l'excuse classique. Alors il décide de jouer au gentil flic, méchant flic. Le policier est debout à l'arrière et le méchant flic. Il lui dit « Tu es dans la merde, alors parle maintenant. Dis-nous la vérité. » Villeta, assis sur sa chaise, est le gentil flic. Il dit à Christian qu'il a fait une bêtise, mais qu'il doit libérer sa conscience et parler pour permettre à la famille de Molly de faire leur deuil. Et ça marche. Finalement, après 11 heures d'interrogatoire, il avoue tout. Christian raconte qu'il est passé devant Molly et qu'il a fait demi-tour pour la regarder à nouveau parce qu'il la trouvait sexy. Après l'avoir suivie un peu en voiture, il admet être sorti du véhicule et avoir couru pour la rattraper, trottinant derrière et à côté d'elle. La jeune femme, exaspérée, aurait menacé d'appeler la police et Christian explique alors qu'il s'est mis en colère et qu'il s'est battu avec elle. Il affirme avoir ensuite eu une perte de mémoire jusqu'à ce qu'il arrive à une intersection. Il s'est alors rendu compte qu'il avait des écouteurs sur les genoux, ce qui lui a fait comprendre que Molly était dans le coffre. Il dit avoir fait demi-tour, conduit jusqu'à l'entrée d'un champ, s'être engagé dans une allée et roulé dans un champ de maïs. Il a ensuite sorti le corps ensanglanté de la jeune femme du coffre, qu'il a ensuite porté sur son épaule et caché sous des tiges de maïs. Christian accepte de conduire les enquêteurs au corps de Molly. Vers 4h30 du matin, une équipe se déplace donc jusqu'au milieu d'un champ de maïs où ils retrouvent le corps de la jeune femme en état de décomposition avancée. Ses chaussures de course colorées sont visibles et confirment a priori l'identité de la victime. Les vêtements retrouvés aux alentours, notamment un short de sport noir et une brassière de sport rose, correspondent également à ce que portait Molly quand elle est partie courir. Une autopsie est effectuée 2 jours plus tard par le docteur Dennis Klein, médecin légiste de l'État.
Le docteur Klein indique avoir trouvé au moins 9 coups de couteau sur le corps de Molly, dont 6 au torse, 1 au crâne et 1 à la main droite. La blessure qui a pénétré dans son crâne aurait pu causer sa mort à elle seule, dit-il. Il déclare qu'il soupçonne qu'il y a eu au moins 3 autres coups de couteau, pour un total de 12, mais qu'en raison de l'état du corps lorsqu'il a été découvert, il ne pouvait pas en être sûr. La blessure à la main, dit-il, pourrait être une blessure défensive subie en essayant de repousser l'assaillant. La voiture de Christiane est analysée pour essayer de retrouver des traces d'ADN. Et l'ADN de Molly est effectivement retrouvé dans la voiture de Christiane, ce qui ne laisse plus aucun doute sur son implication. Le 22 août 2018, Christiane Baena Rivera est inculpée de meurtre au premier degré. Le juge augmente sa caution de 1 million à 5 millions de dollars lorsque le procureur a noté qu'il risquait de s'enfuir. Le 19 septembre, il revient sur sa confession et plaide non coupable. Durant la préparation du procès, ses avocats font valoir que les officiers ont violé les droits de leur client en ne lui lisant pas ses droits Miranda dans leur intégralité après son arrestation le 20 août 2018. Dans les documents judiciaires, les procureurs ont convenu que l'agent qui a arrêté Christiane vers 23h30 et lui a lu ses droits a négligé par inadvertance de dire au suspect que tout ce qu'il dira pourra être utilisé contre lui au tribunal. Christiane aurait eu ses droits lus une deuxième fois, dans leur intégralité, vers 5h50 le lendemain, alors qu'il était assis dans une voiture près de la zone où les restes de Molly ont été retrouvés. L'accusation et la défense ont convenu que tout ce que Christiane a dit entre 23h30 et 5h50, c'est-à-dire entre la première lecture de ses droits et la seconde, ne devait pas être admis comme preuve. Cependant, les procureurs plaident pour le droit de se référer à tout ce qui a été dit pendant cette période pour répondre aux témoignages, tandis que la défense veut que ces déclarations soient entièrement supprimées. Les avocats de l'accusé font également valoir qu'il existe un certain nombre de facteurs préoccupants dans cette affaire. Ils affirment que leur client a été amené à croire que le fait d'avouer lui serait favorable, une tactique qui, selon eux, pourrait induire de faux aveux, conduisant à des condamnations injustifiées. Les procureurs répondent que les aveux de Christiane n'ont pas été obtenus sous la contrainte et qu'il s'est associé à plusieurs reprises au meurtre de Molly pendant sa garde à vue, se dépeignant bien comme le tueur. L'affaire du meurtre de Molly fait la une nationale. À cette époque, le président Donald Trump est au pouvoir depuis une petite année. Il saute sur l'occasion d'utiliser la mort de Molly à des fins électorales dans les derniers mois des élections de mi-mandat à la Chambre des représentants et au Sénat. Il qualifie de honte les lois nationales sur l'immigration qui doivent être révisées. Lors d'un rassemblement à Charleston, en Virginie-Occidentale, le président Trump a demandé à son public s'il avait entendu parler de l'alien illégal en provenance du Mexique. Il déclare « Vous avez vu ce qui est arrivé à cette belle et incroyable jeune femme. Cela n'aurait jamais dû arriver. » Il cite l'affaire de Molly mais ne la nomme pas, avant de passer à son prochain sujet de campagne. La pilule est difficile à avaler pour la famille de l'étudiante. Triste réalité, alors que Molly était connue pour être farouchement opposée aux causes anti-immigration, elle en est à présent devenue le symbole. Le procès commence le 17 mai 2021, après de nombreux retards dus à d'autres procédures judiciaires et à la pandémie de Covid. La criminaliste de la division des enquêtes criminelles, Tara Scott, décrit comment plusieurs objets dans et autour du coffre de l'accusé ont été testés positifs au sang humain. L'analyse a révélé plusieurs profils ADN, dont l'un correspond à celui de Molly. Selon le procureur Scott, la probabilité qu'un autre être humain corresponde à ce profil serait de 1 sur 8,2 nonillions. L'un des avocats de la défense, Maître Freeze, évoque pour sa part la trace de sang sur le revêtement du coffre de la voiture de Christiane, à partir de laquelle les analystes ont trouvé la correspondance ADN la plus forte. L'ADN ne nous dira pas comment il est arrivé là, déclare-t-elle, ce que Tara Scott confirme. Il ne nous dira pas s'il a été transféré là. Il ne nous dira pas s'il a été déposé là. La défense ouvre la porte pour amener délicatement leur version de l'affaire. Christiane Rivera a été piégée. On y reviendra. Une autre question se pose. On sait que Molly a été poignardée à au moins 7 reprises, sinon 12. La défense affirme qu'il n'y a pas assez de sang dans le coffre de la voiture de Christiane pour prouver que c'est lui qui a poignardé Molly avant de la mettre dans son coffre. Puis, à la surprise générale, la défense appelle Christiane Baena Rivera à témoigner lors de son propre procès.
Et ce qu'il va dire va tout remettre en question. Il admet que c'est bien sa voiture que l'on voyait sur la vidéo de surveillance à Brooklyn. Il reconnaît aussi que Molly a fini dans le coffre de son véhicule, qu'il a caché son corps dans un champ de maïs et indiqué aux enquêteurs où le retrouver presque un mois plus tard. Mais il présente ensuite un récit bien différent que ce que les enquêteurs et les procureurs ont allégué, niant qu'il était responsable des coups de couteau qui ont causé la mort de la jeune femme. Il déclare que 2 hommes armés, vêtus de noir et dont le visage était recouvert d'un collant, se sont présentés à sa caravane après qu'il eut fini de se doucher ce soir-là. Les hommes lui ont demandé de monter dans sa voiture et de conduire, et ils ont dépassé Molly alors qu'elle courait, à plusieurs reprises, avant de lui demander de s'arrêter. L'un des hommes, armé d'un couteau, est sorti de la voiture et s'est dirigé vers la route. L'homme a disparu pendant une dizaine de minutes, tandis que le deuxième homme, assis à l'arrière de la voiture, devenait nerveux et disait « Viens, Jack ». Si vous vous souvenez bien, Jack, c'est le nom de famille de Dalton, le petit ami de Molly. Donc, tout ce narratif pour tenter d'éveiller les soupçons sur une autre personne que lui. Après tout, le doute doit profiter à l'accusé, non ? Il continue et déclare que les hommes ont chargé quelque chose dans son coffre, lui ont demandé de conduire plusieurs kilomètres jusqu'à une zone rurale, de couper le moteur, d'attendre quelques minutes et de partir. Ils lui ont dit qu'ils connaissaient son ex-petite amie et sa fille et qu'il leur ferait du mal s'ils racontaient ce qui s'était passé. Il relate que les hommes étaient partis à pied sur la route et qu'il ne les a jamais revus. Il a ouvert le coffre quelques minutes plus tard et a trouvé le corps de Molly. Il explique avoir recouvert son corps de tiges de maïs parce que, je cite, « je ne voulais pas qu'elle soit trop exposée au soleil », puis être parti et n'avoir jamais eu l'intention de reparler de ce qui s'était passé. Il déclare qu'il a menti aux détectives pour protéger sa fille et que la version qu'il leur a donnée était inventée. Christian raconte qu'il a grandi dans le sud du Mexique et qu'il est venu illégalement aux États-Unis à l'âge de 17 ans en traversant une rivière jusqu'au Texas sur un radeau pneumatique avec une dizaine d'autres personnes. Il est immédiatement allé vivre dans l'Iowa où ses oncles s'étaient installés et a trouvé un emploi dans les jours qui ont suivi pour traire des vaches dans une ferme laitière. Il déclare qu'il travaillait 12 heures par jour et qu'il prenait soin d'éviter la police par crainte d'être expulsé. D'après son avocat, le choix de faire témoigner son client a été difficile. Il déclare qu'il sait que s'il ne témoignait pas, on aurait l'impression qu'il a quelque chose à cacher, mais que s'il le faisait, on pourrait penser qu'il essaye de sauver sa peau. Durant son témoignage, Christian a montré peu d'émotion, mais sa voix s'est éteinte et il a légèrement tremblé lorsqu'il a parlé des menaces que les hommes auraient proférées à l'encontre de sa fille. Dans leur plaidoirie finale, les procureurs rejettent le témoignage de Christian, estimant qu'il s'agit du fruit de son imagination. Et les jurés sont de cet avis aussi, puisque le 28 mai 2021, Christian Baena Rivera est reconnu coupable du meurtre au premier degré de Molly Tibbetts. Mais ce n'est pas la fin des rebondissements dans cette affaire. La semaine précédant l'audience de détermination de la peine, les avocats de la défense déposent des requêtes visant à ordonner un nouveau procès, arguant que de nouveaux éléments de preuve sont apparus, indiquant d'autres suspects possibles. Une audience est donc organisée le 27 août pour entendre ces preuves. La défense fait intervenir de nombreux témoins et déclarations sous serment pour étayer leur nouvelle théorie. Des inconnus ont enlevé Molly sur ordre d'un trafiquant de drogue et de trafic sexuel nommé Michael Lowe, et 2 autres hommes, Gavin Jones et Dalton Hansen, ont ensuite tué Molly et piégé Christian après que les enquêteurs à la recherche de l'étudiante se soient approchés trop près de l'endroit où elle avait été cachée. 2 nouveaux témoins jouent un rôle clé lors de cette audience. L'ancienne petite amie de Gavin Jones et un ami qui a fait sa connaissance à la prison du comté de Keokuk, qui affirment tous deux que Gavin leur a avoué avoir tué Molly. Le juge Yates prend quelques jours pour réfléchir à la suite. Dans une note écrite, il décide de refuser un nouveau procès car d'après lui, je cite, « La version de M. Baena et celle de son nouveau témoin sont tout à fait différentes. Par exemple, notamment à propos des détails spécifiques sur la façon dont Molly Tibbetts a été assassinée. » Si les 2 versions des événements avaient été présentées au procès, le jury aurait dû se prononcer sur la crédibilité non pas des témoins de l'État et de ceux de la défense, ce qui est un scénario typique, mais de l'accusé et de son propre témoin.
La stratégie de l'accusé consistait à jeter le doute sur d'autres personnes, telles que Dalton Jack. Il est douteux que l'ajout d'un autre suspect possible, qui n'a aucun lien apparent, hormis le fait qu'il se trouve dans le même comté que Molly, ait une probabilité raisonnable de modifier l'issue du procès. Le 30 août 2021, Christian Baena Rivera est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'État de l'Iowa ne connaît pas la peine de mort. La famille et les amis de Molly remplissent les sièges de la salle d'audience. Dans une déclaration lue par un représentant du bureau du procureur général, Laura Calderwood, la mère de Molly, demande à Christian d'imaginer la douleur ressentie par sa famille. Elle lui demande ce qu'il ressentirait si c'était sa famille, y compris sa jeune fille, qui subissait une telle tragédie. La mère de Molly écrit « J'espère qu'un jour, Paulina, votre fille, aura l'occasion de devenir mère. Mais comment pourra-t-elle expliquer à ses enfants qui est leur grand-père ? C'est l'héritage que vous avez laissé à votre unique enfant, Monsieur Rivera. » Christian Rivera fait appel de sa condamnation. Le 11 octobre 2023, sa demande est rejetée. Au 8 mai 2025, les registres de l'Iowa indiquent qu'il est incarcéré à l'Iowa State Penitentiary à Fort Madison, dans l'Iowa. Dalton Jack, le petit ami de Molly, s'est engagé dans l'armée 3 mois après la découverte du corps de sa chérie parce qu'il avait le cœur brisé et qu'il voulait quitter leur ville natale. À ce jour, il en fait toujours partie. Et c'était la très triste histoire de Molly Tibbetts. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous!